Bonjour Simon, Salut Johan, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien. Je te présente pas encore aux personnes qui regardent la vidéo parce qu'il y a quelques questions à ce sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté de faire cette interview, la première de la série, et d'être un petit peu le parrain de productpeople.io. Euh, alors, juste du coup, comment dire? Est-ce que tu peux déjà commencer par présenter iAdvise et nous dire un petit peu ce que c'est, ce que ça fait, quels sont les produits, les cibles, combien de personnes ça touche, combien il y a de personnes dans la boîte, etc. Advise, c'est une startup qui a un peu plus de 6 ans maintenant. On est à peu près 200 personnes aujourd'hui, principalement basées à Nantes. Et on a également ouvert des bureaux cette année en 2016. On a ouvert des bureaux à Londres, Madrid, Düsseldorf et Milan. Et en fait, notre métier, c'est de développer une plateforme de commerce conversationnel. Donc, c'est un logiciel en ligne, un outil en SaaS qui permet en fait de gérer en tant que marque l'ensemble des conversations que tu peux avoir avec tes clients ou tes prospects partout sur Internet en temps réel et de façon proactive le tout dans une optique de création de valeur. Vraiment, notre mission, c'est de remettre de l'humain dans la relation client en ligne. Et en fait, le constat qui a été fait par les deux fondateurs il y a 6 ans maintenant, c'est de dire globalement, on est tous clients, on va tous acheter des choses sur Internet et on se pose tous des questions sur les produits qu'on souhaite acheter. On a tous des doutes, on attend d'être rassurés, c'est normal, c'est naturel. Dans une boutique physique, on a des vendeurs qui nous observent dans les rayons et qui voient bien qu'on a un peu un doute parfois et qui viennent nous proposer leur aide. On a voulu un peu reproduire ce schéma-là sur Internet. D'abord, historiquement, sur les sites e-commerce, c'est un peu notre cœur de cible historique. Donc, on travaille avec le top e-commerce en Europe. En France, des gens comme Cdiscount, la Fnac, matériel.net, Manger. Enfin voilà, on travaille avec vraiment la plupart des très gros e-commerçants en France et en Europe. Et puis, au fur et à mesure, on s'est ouvert à d'autres secteurs, banque et assurance, le tourisme, on travaille avec Air France, Voyage SNCF, par exemple, les télécoms, on travaille avec SFR, Numéricable, Télécom. Voilà, on travaille dans les services, avec Pôle emploi, par exemple. Enfin, voilà, maintenant, on couvre à peu près toutes les industries qui, à un moment donné, ont besoin de, de dialoguer avec leurs clients ou leurs utilisateurs, souvent de façon proactive. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui détecte à la fois sur le site web, mais aussi en dehors, sur les réseaux sociaux et les plateformes de messaging, les personnes à plus forte valeur ajoutée pour nos clients, pour engager proactivement la conversation. Et puis, du coup, on a cet outil qui va permettre de gérer la conversation en temps réel et de mesurer les résultats obtenus grâce à toutes ces conversations. C'est à la fois en termes de satisfaction, de chiffre d'affaires généré, etc. Ok, Pour compléter ça, en mai dernier, on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle qui est en fait une force de vente à la demande. En fait, on est un peu une place de marché d'experts, de gens qui sont vraiment très spécialistes de leur domaine. Ça peut être le voyage, la cuisine, la photo, etc. mhm. Et ces gens-là viennent en fait s'inscrire sur la plateforme. Nous, on les met en relation avec les marques qui sont en recherche de ces experts pour venir compléter leur service client le soir et le week-end, par exemple, ou lors de campagnes un peu exceptionnelles, je sais pas, pendant des soldes, pendant des offres spéciales. Donc, ça vient vraiment compléter notre plateforme de conversation avec cette plateforme, cette place de marché d'experts indépendants qui s'appelle Google. Donc, on est vraiment une plateforme full stack, comme on dit, on gère toute la chaîne de valeur, à la fois l'outil de gestion des conversations, mais aussi voilà, cette place de marché de vente à la demande. Voilà ce qu'on fait chez Alibaba. Ok, très bien, merci. Et du coup, maintenant, c'est là où tu vas te présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, les expériences les plus, on va dire, percutantes par rapport à ton métier actuel de, je le rappelle, product manager chez iAdvise, et puis, en quoi ces expériences t'ont été utiles par rapport à ton poste actuel? Alors, moi, je suis product manager depuis 2 ans chez iAdvise, un tout petit peu moins de 2 ans. Voilà. Et avant ça, en fait, j'avais monté une startup qui s'appelait Bringer et qui était un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux qu'on avait lancé début 2013. Et
fait avec des marques comme BNP Paribas, Sodexo, Alstom, Lagardère, voilà. L'idée c'était de permettre de, tu vas voir, c'est aussi pour ça qu'on est arrivé chez Advice, c'était de détecter les conversations importantes sur les réseaux sociaux, des systèmes d'alerte, etc., de permettre d'y répondre, d'interagir avec ces conversations sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et de mesurer en fait au bout de la chaîne quelle était la valeur créée par tes conversations. En fait, on a la capacité de dire ce tweet a généré tant de trafic et tant de chiffre d'affaires au bout de la chaîne. D'accord. Et du coup, ça évidemment, ça a été un job important, une expérience importante pour moi avant d'arriver chez Advice parce que on connaissait un peu notamment Julien, le fondateur d'Advice, parce qu'on était tous les deux à Nantes. Et en fait, en discutant avec lui, on s'est rendu compte des synergies entre nos deux métiers parce qu'Advice, avant qu'on arrive, restait sur le site web, permettait de faire globalement la même chose que nous, mais sur le site par du chat, du call et de la vidéo. Et nous, on permettait de également gérer les conversations et de mesurer le ROI, mais en dehors du site web. Et en travaillant ensemble, on s'est dit que ça allait faire une offre plus globale pour nos clients respectifs. D'accord. Donc on avait tous à y gagner si on travaillait ensemble. Donc ça a été une expérience importante. Moi, j'étais CEO de cette startup que j'avais confondée, donc ça veut dire que globalement, je m'occupais de tout à part de la partie technique, qui était gérée par mon associé François-Guillaume Ribro. Et ça veut dire que dans ce tout-là, il y avait beaucoup d'aspects qui ressemblent très fortement au métier de product manager, que ce soit déjà la stratégie, la vision du produit, la construction d'une roadmap, puis après des aspects qui pour moi me semblent aussi importants, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais sur des aspects plus commerciaux, évangélisation de son produit et comment est-ce qu'on va jusqu'au bout de la chaîne et sur le déploiement sur le marché. Donc ça a été une expérience importante. Et puis avant, j'ai été journaliste pendant 1 an, ce qui m'aide aussi parfois en termes d'écriture, à la fois sur les specs et sur les éléments marketing pour promouvoir le produit. J'ai fait justement du web marketing avant, création de contenu, etc. À Nantes également. Et au niveau académique, entre guillemets, j'ai fait une école d'informatique, donc j'ai un bachelor en... Écoute, j'ai même plus en tête le nom de bachelor, c'était il y a longtemps maintenant. Non, mais globalement, j'ai fait une école informatique qui s'appelle l'EPSI également à Nantes. Et moi, je me suis arrêté au bac+3 parce que j'étais en alternance et j'étais embauché dans la boîte qui m'avait pris en alternance. Et voilà, je savais que j'étais pas un développeur dans l'âme et que ça aurait sans doute été très intéressant de continuer d'avoir un bac+5 sur le sujet. Mais de toute façon, voilà, je sais que j'en aurais pas fait mon métier. Et malgré tout, le fait d'avoir fait ça me permet d'avoir un bagage technique, de comprendre des contraintes des développeurs, les choix qu'ils doivent faire, on peut dialoguer, même si je serais incapable, d'autant que les technologies évoluent rapidement, je serais incapable aujourd'hui de refaire une ligne de code. Enfin, ça passerait pas en production, ça serait pas validé, tu vois. Mais néanmoins, voilà, je peux dialoguer avec eux et je pense que ça nous permet de bien travailler ensemble, le fait que je ne sois pas complètement étranger à leur monde, quoi. Du coup, ça me fait une bonne transition avec la question suivante. En gros, quelle est ta définition aujourd'hui du métier de product manager? Un product manager, pour moi, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. En fait. Le cœur du job, c'est ça. Et en même temps, ça veut aussi dire que c'est un job hyper transversal. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon job et c'est comme ça que au quotidien, en fait, je travaille chez iAdvise. C'est qu'un product manager, il intervient sur la chaîne un peu complète du développement du logiciel, à la fois très très en amont sur de l'analyse du marché, de la veille, sur du dialogue permanent avec les clients, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui ne se passe pas bien chez les utilisateurs. Et sur la base de tout ça, mélanger avec la vision du produit, la vision de l'entreprise, que le product manager ne gère pas toujours à 100%, enfin ça peut venir voilà, de la stratégie un peu plus globale. Quand tu mélanges un peu tout ça, eh bien, ça te dit, ok, là je pense que y a un vrai sujet à traiter, on a des choses à faire, on peut les faire de façon intelligente, on peut les faire de façon un peu différente, et on va avoir une solution à apporter à ce problème. Donc la bonne compréhension des évolutions du marché et des problèmes des clients, c'est la base. Ensuite, y a la réponse à ce problème, c'est la conception de la réponse à ce problème. Tu as beaucoup de temps à passer dans la donnée, tu as beaucoup de temps à faire des tests,
parfois maqueter un peu des trucs. Là, moi, sur ces phases-là, je travaille beaucoup avec les designers aussi pour faire des maquettes qui un peu réalistes et potentiellement qu'on peut aller faire tester à des clients. Et puis une fois qu'on a une bonne solution au problème, ça nous semble être la solution qui va vraiment répondre au problème, le product manager il travaille main dans la main avec les développeurs pour s'assurer que la solution est bien implémentée dans le produit, que ça répond vraiment au problème, que ça soit performant, utile. Donc là, on rentre plus dans une phase de gestion de projet, un peu de suivi, d'assistance aux développeurs aussi, quand ils se posent des questions et que le boulot qu'on a fait n'était pas forcément toujours clair ou c'était clair dans notre tête et sur le papier pour un développeur ça l'est parfois un peu moins. Donc il y a ce boulot-là vraiment de collaboration en fait au quotidien avec les développeurs. Et c'est là où je sais pas si tous les product managers font ça, mais une fois que c'est sorti dans l'application, je m'arrête pas là. Et je me contente pas non plus juste d'attendre que les success metrics se remplissent. Vraiment, j'essaie d'être proactif sur le déploiement sur le marché de la solution qu'on aura apportée au problème. Et donc, ça veut dire à la fois de l'évangélisation en interne auprès des commerciaux ou des chargés de compte sur les nouveautés. Ça peut être de l'avant-vente chez les clients. Ça peut être du webinar. Enfin, bon, il y a plein de façons de le faire, mais je pense que c'est aussi une partie importante parce que ça te permet de mettre, de démarrer en fait, d'amorcer le lancement du produit. Et une fois que tout le monde en interne est bien rodé sur le sujet, après ça peut suivre son cours et on est juste là en backup s'il y a besoin. Mais comme moi ma vision c'est que comme tu sais quel est le problème que tu essaies de résoudre, et comme tu as mis les mains dans le cambouis de A à Z sur la solution au problème, tu es la meilleure personne au départ pour aller défendre cette solution-là, en fait, au bout de la chaîne. Et accompagner les autres avec toi pour aller ensuite la déployer plus largement sur le marché. Donc voilà, j'ai été très long dans ma réponse. Et c'est parce que je pense que c'est un job qui est vraiment hyper complet et sur la chaîne vraiment globale du développement et du déploiement du logiciel. Et alors, du coup, tu parles de résoudre des problèmes. J'imagine que ceux qui te sourcent, ce sont tes clients. Ensuite, du coup, tu vas les voir, ils te sourcent un problème, tu retournes les voir ensuite une fois que tu as trouvé une solution. Ouais, nous on travaille en B2B et on n'a pas des millions et des millions d'utilisateurs du coup, mais donc c'est assez facile d'avoir un contact privilégié avec eux. Donc nous on les sollicite régulièrement. En plus, cette sollicitation elle se fait souvent aussi parce que on passe beaucoup de temps à analyser de la data, les usages, notamment avec des outils comme Xpanel par exemple. On passe beaucoup de temps là-dedans. Et donc ouais, on les sollicite. Après, ils sont aussi, eux, force de proposition. Et évidemment, ils n'hésitent pas à nous solliciter quand ils ont soit un problème avec l'outil, comme tout logiciel, parfois ça ne marche pas toujours bien. C'est très rare chez iDrive, mais ça peut arriver. Voilà. Et puis aussi, parfois, ils ont envie de faire des choses dans leur métier et ils sentent que notre outil permettrait de les aider, mais il manque quelques trucs. Et ils sont force de proposition sur les évolutions. Après, on n'est pas là en tant que product manager surtout pour juste faire une liste de ce qu'ils nous demandent et puis après dépiler la liste. C'est-à-dire que une grosse partie de notre job justement, c'est de prendre tous ces retours-là qui viennent directement des clients, qui viennent de l'analyse du marché, qui viennent d'acteurs internes, les commerciaux qui viennent te voir en disant c'est sûr, si tu développes cette fonctionnalité, j'en vends 10 le mois prochain, ou des chargés de compte qui me disent ça fait 3 fois que mon client il me dit que ce bouton-là il ne me plaît pas, etc. Et en fait, en tant que product manager, tu dois prendre tout ça, tu dois secouer très fort et tu dois sortir la meilleure roadmap possible, et les meilleurs choix en termes de priorisation. Et donc, ça veut dire que vraiment, c'est un product manager qui note toutes les réclamations et qui les dépile les unes après les autres sans faire de choix, sans dire non et à minima sans faire de priorisation, ça va marcher. Okay. Ouais. Donc en résumé, de l'écoute, de la capacité à synthétiser tout ça, une mesure un petit peu de créativité et d'imagination pour trouver des solutions, avoir une capacité à travailler avec différentes typologies de personnes
des clients, une hiérarchie, des designers, des développeurs. Est-ce qu'il y a d'autres qualités à avoir pour être un bon product manager? Non, je pense que c'est plutôt bien résumé, ouais, parce que tu es vraiment un hub. C'est-à-dire que tu centralises un peu tout ce qui se passe autour de ton produit, la partie du produit, et tu dois voilà, fournir la meilleure roadmap possible, celle qui contentera pas forcément 100% des gens, mais qui en contentera le plus possible, qui leur permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles. En interne Donc, comme en externe. ouais, c'est ça. Bah, souvent, l'interne est le reflet de l'externe, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un commercial il veuille une fonctionnalité vraiment que pour lui, quoi. Il la veut parce qu'il sait que ses clients ou ses prospects ont demandé ça ou ils pensent que ça peut leur être utile. Donc il y a une qualité qui est importante quand même, c'est la synthèse, comme tu l'as dit, mais pour pouvoir réussir à faire la synthèse, il faut très souvent être capable de dire non. D'expliquer pourquoi est-ce que tu ne pourras pas faire la fonctionnalité. Donc être pédagogue. Ouais, il faut être pédagogue, il faut savoir dire non, ça c'est quelque chose d'assez important. Et puis, il faut de la patience, parce qu'il faut que tu expliques pourquoi tu dis non, et pourquoi est-ce que la solution que tu proposes, elle va quand même permettre de répondre au problème qui a été remonté. Donc il y a une forme aussi notre qualité, c'est peut-être un peu aussi l'empathie, c'est-à-dire que quand tu discutes avec un client et qu'il te dit, bah, moi vraiment j'ai besoin de faire ça, il faut que tu arrives à comprendre, en le questionnant, en discutant avec lui, pourquoi est-ce qu'il a ce besoin-là? Est-ce que c'est ce besoin précis qu'il a et auquel il faut essayer de répondre? Ou est-ce que finalement il y a une source un peu plus haute? Est-ce qu'on peut remonter à un problème peut-être plus caché, mais finalement plus important parce qu'il amène des problèmes? Et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là, en fait, plus haut, quoi? Souvent c'est ça, c'est tiens, j'ai besoin qu'on me mette un bouton bleu. Ah bah tu remontes, pourquoi un bouton bleu? Parce que j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Ah d'accord, donc en fait si je te corrige ça, je corrige tous tes problèmes que tu viens de me citer, et puis en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus utile pour l'ensemble de mes clients, de changer la couleur du coup. Donc voilà, cette capacité d'empathie, de bien comprendre, d'écouter, de bien comprendre le client, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, alors, on est d'accord qu'il y a une différence entre product manager, product owner. Pour les gens qui nous regardent, pas forcément. Comment toi tu l'expliquerais simplement cette différence entre ces métiers qui sont à la fois des métiers produits où il y a quelques points communs mais qui sont dans l'absolu légèrement différents. Moi en tout cas je fais une différence. Je pense que le cœur du métier est très proche, parce que le cœur du métier c'est sur comment, la conception de la solution au problème et puis la gestion de projet avec les développeurs pour aller jusqu'au bout de la release en fait, du produit. Je pense, en tout cas c'est ma vision, c'est très personnel et si les gens qui nous regardent ne sont pas d'accord, bah, je serais heureux de lire leurs commentaires, etc. Mais je pense que chez le product owner, cette partie gestion de projet est beaucoup plus importante. Finalement, ils sont peut-être plus proches du quotidien des développeurs qu'un product manager. Et moi, dans ma tête, j'associe plus product owner à la méthode agile et au rituel. C'est un gardien des rituels. C'est lui qui s'assure du bon dérouler des sprints, que tout le monde délivre bien le nombre de points sur lesquels il s'était engagé au début du sprint, etc. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais aussi parce que l'organisation chez iAdvice fait que moi je travaille en binôme avec un lead développeur qui en fait a ce rôle-là et qui est plus dans l'opérationnel aussi du code. En fait. Et à l'inverse, je pense qu'un product owner est moins en contact avec les clients et surtout, enfin, en tout cas moi encore une fois c'est la vision que j'ai, je serais curieux de voir si je me trompe pas, mais ne va pas jusqu'à la partie plus commerciale, avant-vente, évangélisation du marché, là où nous on passe quand même pas mal de temps à ça. Alors, c'est un métier où ce sont des métiers qui émergent de plus en plus. D'ailleurs, on y retrouve quand même une grosse proportion de femmes, alors que ce n'est pas le cas dans tous les métiers de l'IT. Comment tu expliques le fait qu'il y a de plus en plus de besoins de personnes autour du produit, que ce soit les product managers qui sont plus côté client et les product owners qui sont plus côté développement du produit? Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui a fait émerger ce métier un petit peu? Je pense que c'est parce que ça se professionnalise, entre guillemets. C'est-à-dire que on se rend compte que c'est un vrai sujet.
la capacité à faire des choix, la capacité, comme je disais, à faire une synthèse, donc à avoir du temps pour bien comprendre tous les problèmes, avoir du temps pour se poser et, sur la conception des solutions aux problèmes, avoir du temps sur la gestion, le suivi du projet, avoir du temps pour l'évangélisation, ça fait beaucoup de temps. Et du coup, jusqu'ici, très souvent, c'était effectivement des choses qui étaient portées par différents métiers. Ça pouvait être porté par le designer, parce qu'il y a forcément une relation avec le client, ou avec l'usage en tout cas. Ça pouvait être porté par le développeur, à qui on donnait un problème et à la fois concevoir la solution et le code en même temps. Ça pouvait être la direction de l'entreprise aussi, qui justement a son idée, qui a fait qu'elle a créé une boîte et du coup elle a main mise sur le produit, mais c'est des gens qui ont tous autre chose à faire. Vraiment. Et quand tu es un peu à la... j'ai vu un schéma il n'y a pas très longtemps dans un article Medium qui me semblait assez juste, c'est que tu es à la fois t'es à l'intersection du développeur, du designer, de la partie marketing commercial, et toi tu es en plein milieu de ça, et ton boulot c'est de réunir tous ces gens-là et de faire ce qui est clé, surtout quand on parle de logiciel, c'est-à-dire vraiment s'assurer que le logiciel va répondre aux besoins de l'utilisateur. Pour tout ça, le boulot c'est ça, et tu es complètement dédié à ça finalement. Okay. Et je pense que c'est un métier qui explose parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire et que quand il y en a dans les organisations, ça tourne plutôt bien, quoi. Ok, ça tombe bien parce que là, je commence à avoir un bon paquet de personnes qui sont intéressées pour participer, comme toi, au projet. Et effectivement, s'il doit bien y avoir un point commun entre toutes ces structures, c'est la croissance, la capacité à aller vite, aller bien, avoir des produits à succès. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand les vidéos seront finies. Mais ouais, je pense que c'est un point commun. Du coup, concrètement, donc tu dis être à la croisée un petit peu du métier de design, développement, commerce. Euh, est-ce que concrètement, tu réunis les personnes dans une même pièce, tu les fais parler entre elles? Est-ce que c'est toi qui fais le messager entre chaque? Est-ce que quand on doit faire intervenir le client aussi dans la discussion, est-ce qu'on le fait venir physiquement ou pas? Comment ça se passe concrètement? Je pense que ça dépend des situations. Euh, En fait, on a sur la partie recueil de besoins, un peu au fil de l'eau, feedback, à la fois des clients ou de l'interne. Nous, on s'est un peu structuré récemment là-dessus parce qu'on en recevait beaucoup et c'était compliqué de les centraliser. Pardon, des attribuer aux bonnes personnes, enfin, en fonction des projets que ça concerne, et puis d'avoir un suivi dans le temps de tout ça. On a un outil maintenant qui nous permet de centraliser un peu tout ça et d'associer les feedbacks qu'on nous fait aux items qui sont dans notre roadmap à plus ou moins long terme et plus ou moins roadmappé, mais en tout cas ça centralise. Donc en fait on n'a pas, j'ai pas besoin de réunir les commerciaux par exemple régulièrement pour avoir leur feedback. On a un peu processé le truc pour qu'ils les envoient régulièrement, et puis de toute façon ils n'hésitent pas à nous envoyer un mail ou un messenger pour dire tiens ce truc là c'est pas mal. Non, c'est quand est-ce que c'est prévu. Souvent tu dis écoute pour le moment c'est pas prévu mais merci pour l'idée, tu vois. Voilà. Et donc ouais non, en fait c'est assez rare qu'on les réunisse tous. Ça m'est arrivé moi parfois de justement quand j'avais une équipe de développeurs un peu désalignés entre guillemets sur l'objectif et qui avaient du mal à se projeter sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. J'ai réuni les équipes commerciales et les équipes développeurs pour que les développeurs entendent vraiment les mots de l'équipe commerciale et les feedbacks du terrain. Et je pense que je travestissais pas trop quand moi je faisais les retours, mais qu'ils l'entendent vraiment. Ils m'ont redit il n'y a pas longtemps encore, ils avaient trouvé que c'était un bel exercice parce que ça concrétisait en fait les trucs. Ça peut arriver que ces gens-là soient réunis, mais quand même la plupart du temps, effectivement, c'est moi qui fais le lien. Aussi parce que, encore une fois, j'ai du temps pour le faire, et les autres ont du temps pour faire autre chose, mais n'ont pas forcément du temps pour faire ça. Et donc ouais, c'est plutôt mon rôle, mais parfois en fonction des circonstances, je vais en réunir certains, je les réunis rarement tous, mais ouais, ça peut arriver. Après, moi, dans le schéma d'organisation un peu qu'on a chez nous, je travaille beaucoup avec la designeuse de mon équipe, qui du coup est associée sur beaucoup
de temps d'échange avec les clients ou avec l'interne, parce que aussi ça évite, ça évite d'avoir un peu un téléphone arabe. C'est-à-dire que moi j'entends le truc et que j'essaie de le retranscrire et que on perd de l'info jusqu'à la maquette pour le client. Et là au moins elle entend tout et elle sait que quand j'écris des specs ou je demande d'expérimenter dans une direction, elle sait d'où ça vient et c'est parfois plus simple de trouver la bonne solution. Ok. Du coup, alors maintenant. Juste pour continuer là-dessus, oui. En fait, moi quand j'ai commencé chez iAdvise il y a 2 ans, en fait, comme je disais, avant j'étais CTO d'une startup, donc j'avais pas théorisé, on va dire, dans mon esprit le métier de product manager, même si je faisais la plupart des tâches que je fais aujourd'hui. Mais du coup, j'avais un peu un mythe dans mon esprit quand je suis arrivé chez iAdvise et que je suis devenu product manager. J'avais un peu un mythe qui était que le product manager doit être un peu la personne providentielle qui toute seule va trouver la solution parfaite au problème. Tu vois, et il y a un peu de littérature autour de ça quand même, malgré tout, quand tu commences à te renseigner. C'est tout bête, hein, mais moi j'ai été sur Medium, machin, des product managers, tu tapes, tu lis un peu des trucs, et puis des fois tu as des mecs qui sont un peu mystiques, tu vois, qui sont là, hyper créatifs, qui font des schémas, des trucs, qui font 80 versions wireframe, tout seuls dans leur cave pour trouver un truc. Et je m'étais dit, waouh, je sais pas, moi, si je serais aussi créatif que ça, le métier m'intéresse. Moi, quand j'avais ma startup, bosser sur la partie produit, c'était le truc qui me kiffait. Je suis racheté par iAdvise, j'ai l'opportunité de me concentrer là-dessus, c'est génial, mais est-ce que je vais réussir à être aussi créatif? Et en fait, finalement, ce côté hyper central et capable de solliciter les bonnes ressources quand elle en a besoin, et finalement, pas être la personne la plus créative de l'entreprise, mais peut-être la plus synthétique, qui a le plus de pouvoir de synthèse. C'est ça, pour moi, le vrai métier de product manager. Donc, ouais, ce côté central, il est clé et c'est vraiment le cœur du métier. Donc, du coup, à iAdvise, si on résume, vous êtes sur un B2B2C, hein, entre guillemets, surtout peut-être sur l'IBU, mais est-ce que toi, tu penses qu'il y aurait une différence dans ton métier de product manager si vous étiez plutôt en B2B, plutôt en B2C, si vous étiez en pré-product market fit ou en product market fit? Est-ce que la philosophie change? Est-ce que les outils changent? Est-ce que les processus changent? Je sais qu'à iAdvise, vous travaillez en Swarm. Je ne sais pas si tu veux en parler aussi, mais tu en as un petit peu évoqué. Est-ce que la taille, on va dire le produit, la cible, est-ce que tout ça sont des facteurs qui vont faire changer le métier ou pas forcément? Alors, il y a plein de questions là. Peut-être d'abord sur notre mode d'organisation. Nous, on est, comme je disais tout à l'heure, dans la boîte, on est à peu près 200 aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, on était un peu moins de 80. Donc, j'ai beaucoup de nouveaux collègues en 2 ans, y compris à la R&D. Donc, il y a une équipe qui s'occupe globalement du produit, à la fois tech et produit. Et aujourd'hui, on est une soixantaine à la R&D. Ce qui fait qu'assez vite, l'organisation classique de l'équipe R&D, c'est-à-dire globalement, on est une seule et grande équipe. Ça ne pouvait plus marcher parce que si tu veux scaler une équipe comme ça, finalement, tu mets des strates de middle management et c'est difficile à scaler, tu vois, horizontalement, quoi. Donc le choix qui a été fait, c'est plutôt de se dire, ok, comment je fais en sorte que ces gens-là soient autonomes, qu'il n'y ait pas des goulots d'étranglement du management, etc., et qu'on puisse délivrer toute la stratégie produit qui est importante, parce que notre CEO est un ancien product manager, donc le produit, c'est capital en fait dans notre boîte. Et du coup, le système qui a été mis en place est assez proche de celui des squads chez Spotify. Et en gros, on est 6 équipes qu'on appelle des swarms chez iAdvise et qui en fait sont composées d'un product manager, d'un lead développeur, d'un designer et de développeurs. Et chaque swarm est composé de la même façon. Le nombre de développeurs du coup varie en fonction de la taille des projets qui sont attribués à la swarm.
Mais voilà, on est organisé de la même façon. Et en fait, ces swarms-là ont une série d'objectifs basés sur la méthode OKR. Je ne sais pas si c'est une méthode avec laquelle tu es familier ou pas. Et en gros, on a des objectifs à atteindre sur le trimestre et des key results à débloquer. Quand on les débloque, on sait qu'on s'approche de l'atteinte de l'objectif. Et donc, on a une série d'OKR à atteindre sur le trimestre. Et la façon, donc ça, en fait, ce sont les product managers et les développeurs qui définissent ces OKR par rapport à la vision de l'équipe R&D, qui elle-même dépend de la vision de l'entreprise. Mais on est autonome pour les définir. Et après, on est autonome du coup sur la définition de la roadmap, qui va nous permettre d'atteindre ces OKR. Okay. Voilà. Donc c'est une organisation qui est très décentralisée finalement. Okay. Chaque swarm est autonome. On travaille évidemment tous beaucoup les uns avec les autres. On a des points de suivi de métier hebdomadaires. Tous les mercredis matins, on fait un point avec tous les product managers, par exemple, pour qu'on synchronise nos roadmaps, qu'on sache qui travaille sur quoi en ce moment, où est-ce qu'on en est. Parce qu'il peut y avoir des sujets de dépendance, parfois d'une équipe à l'autre. Ça, c'est l'organisation. Et du coup, on est clairement plus B2B. Moi, mon expérience est uniquement B2B. Je n'ai jamais travaillé sur des produits B2C. Mais chez nous, effectivement, chez Advice, c'est un peu particulier parce que le métier historique, le produit historique chez nous, c'est une brique de chat que tu installes sur les sites web. Il y a une grande particularité, c'est qu'en fait, c'est pas genre un bouton qui est affiché pour tout le monde, comme on voit dans pas mal de nos concurrents. C'est qu'on a vraiment un moteur de ciblage comportemental. Tu te dis, ok, donc si le visiteur du site réalise telle et telle action, il est dans tel état, entre guillemets, et bien à ce moment-là, on va lui proposer proactivement une conversation. On lui affiche un bouton en bas de l'écran, et tu as un problème, est-ce que tu veux chatter, ou tu as besoin d'aide, tu veux répondre à ta question. Ça, on lui affiche proactivement. Donc cela, la partie qui est visible là, sur le site de nos clients, effectivement, c'est la partie ici, tout mais fonctionnellement, c'est hyper minoritaire. Alors c'est des sujets qui sont importants, c'est des sujets dont on s'occupe dans mon équipe quand même, c'est-à-dire l'efficacité de ces méthodes d'engagement, à quel moment on les fait apparaître, tout ça, c'est des sujets sur lesquels moi je travaille. Donc c'est capital parce que c'est là que démarre la conversation, c'est là d'où viennent les performances de nos clients. Mais fonctionnellement, il n'y a pas grand-chose. C'est une conversation avec des fonctionnalités basiques du messaging, du partage de fichiers, les emoticons, les trucs. Mais tu n'as pas voilà, le gros fonctionnel. Et le B2B, c'est la partie back-office, c'est l'admin, c'est les reporting, c'est le moteur d'engagement, mais comment est-ce qu'on le règle, comment est-ce qu'on le rend plus intelligent, etc. Ça devient un peu différent maintenant qu'on a IBU depuis mai 2016, là, parce que là, on a un produit B2C parce que nos clients doivent faire des campagnes de recherche d'experts, en fait, de cette fameuse force de vente à la demande. Donc il y a des gens qui candidatent sur la plateforme IBU.com et qui rentrent leur domaine d'expertise, mais aussi parfois tu peux aller recruter entre guillemets, au sens un appel à candidature quoi plutôt, et ces gens-là, du coup c'est toi, c'est moi, on est passionné de quelque chose, on est expert d'un truc et on a envie de faire bénéficier les internautes de cette expertise. Donc là, c'est un peu différent. Néanmoins, on n'a pas d'outils spécifiques pour l'équipe qui s'occupe et de ces produits-là. On n'a pas de méthode, on n'a pas de produits spécifiques qui sont organisés comme nous. Okay. Ils utilisent les mêmes outils. Ils ont des feedbacks des utilisateurs qui sont un peu différents. Ils en ont plus. Ils sont peut-être parfois un peu moins structurés, entre guillemets, mais parce que c'est logique. Hein, un chargé de relations clients d'une grosse marque qui écrit à son logiciel de relations clients sur son site pour lui dire il y a ça et ça qui ne marche pas. Le mail il est très clair, les problèmes ont été identifiés voilà, le feedback qui est structuré. Un expert cuisine qui est dans sa cuisine sur son smartphone à répondre à une question de l'internaute qui a un bug, il nous fait un feedback, mais le feedback est moins structuré. Donc voilà, il y a un peu plus de masse, il faut un peu parfois plus passer de temps à aller comprendre le problème qui a été décrit par l'utilisateur final, mais
Mais à part ça, on n'a pas de Ok. Donc au niveau des méthodes comme des outils, que peu importe la cible, de toute façon, pour vous, dans votre cas, ça ne change pas grand-chose. À l'époque où, on va dire, vous étiez product market fit, mais à mon avis, c'est quelque chose qui n'a pas forcément duré longtemps. Je pense que la structuration de l'équipe n'était pas du tout la même et du coup, la question ne se pose pas vraiment, c'est ça? Bah, la structuration de l'équipe n'était pas la même parce que déjà, il y avait plein de gens. Hmm. Tu n'as pas besoin de t'organiser exactement de la même façon. Et au départ, le fait d'être en capacité de scaler ton équipe quand l'équipe R&D, ça sera 60 personnes, alors qu'à la base, c'est une personne, tu ne poses pas cette question-là. Non, ça c'est sûr. Néanmoins, en tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté d'I-Advise et c'est comme ça qu'on l'a vécu nous, chez Bringer à l'époque. La clé pour que ça marche bien et que ça décolle et que tu atteignes assez vite ton fit avec le marché, c'est quand même que tu passes du temps à comprendre le problème, à comprendre la situation, à regarder ce qui se passe sur le marché et à trouver une solution innovante. Ce côté ciblage comportemental, en fait, si tu regardes le secteur du chat sur Internet aujourd'hui, même si clairement iAdvice, c'est pas une solution, c'est plus une solution de chat parce qu'on fait tellement d'autres choses et on permet d'apporter tellement plus à nos clients que aujourd'hui, personne chez iAdvice te dira nous on fait du chat. C'est quand même notre métier de base, notre cœur historique. Et si tu regardes le secteur du chat il y a 6 ans, 7 ans, il y avait déjà du monde. Des petits outils gratuits, pas très chers, on en connaît tous. On ne va pas les citer, mais on les connaît. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein, mais globalement, ils font tous à peu près la même chose. Et, ils se battent sur les tarifs, ils se battent un peu sur l'ergonomie. On a qui lèvent plus d'argent que d'autres, donc ils ont un peu plus d'argent pour être visibles. Et en termes de proposition de valeur, c'est souvent du copier-coller. Il y a 6 ans ou 7 ans, le cœur d'iAdvice, c'était déjà le ciblage comportemental. Pourquoi? Parce que les ressources pour répondre aux conversations, elles sont limitées. Donc il faut, tu vois, donc ça, c'est le problème. Néanmoins, on constate que quand tu parles avec un internaute, il convertit 10 fois plus en moyenne. Voilà. Donc, comment je fais pour choisir les bonnes personnes avec qui je parle? Donc, tu fais un moteur de ciblage. Tu vois, donc, dès il y a 6 ans ou 7 ans, tout de suite, il y a un problème. Il y a des solutions sur le marché, elles ne sont pas forcément idéales. Comment j'apporte une meilleure réponse à ce problème qui est plus utile, plus efficace pour mon client? Alors justement, ça fait une bonne transition avec ma question suivante qui est comme une des facettes du product manager, c'est répondre aux attentes des clients, des utilisateurs. Comment tu fais pour t'assurer qu'il s'agit bien d'une attente de l'utilisateur? Tout à l'heure, tu as parlé de la question des 5 pourquoi, etc. Est-ce que tu as des méthodes pour te sourcer? Est-ce que c'est principalement l'input des commerciaux? Est-ce que c'est les visites clients? Est-ce que c'est tout ça? C'est un peu tout ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu as régulièrement le même input de tes commerciaux, régulièrement le même input de tes chargés de compte, régulièrement des feedbacks en provenance des clients directement et qui sont tous autour du même sujet, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Tu vois. Tu te dis, ah là, il y a un truc. Et après, alors, même si tu n'as pas des trucs qui reviennent comme ça régulièrement en termes de volume, si tu as un client qui t'envoie un mail et qui te dit, bah, moi, j'ai besoin d'avoir tel reporting. Alors, c'est une question qu'on a souvent. Et que tu as deux choix, soit tu lui dis oui, je vous le fais, ou alors tu essaies de comprendre pourquoi il a besoin de ce nouvel reporting. Parce que c'est lié à la facturation avec mon prestataire, parce que ça me permettrait de comprendre comment mes clients utilisent telle ou telle partie du truc, parce que j'ai réalisé telle action dans l'outil pour faire de l'engagement de mes clients, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas. Ah, donc tu as un problème à un autre niveau. Toi, tu t'es dit que le reporting, ça allait être la réponse à ton problème, mais on se rend compte que ton problème, c'est pas le reporting. Ça, c'est la solution que tu as imaginée. Remontons au problème. Donc, c'est un peu cliché, les 5 pourquoi, mais je trouve que en tout cas, ça a le mérite d'être parlant, de se dire, ok, donc là, je viens de passer à un pourquoi. Si j'essaie de comprendre maintenant pourquoi il a ce problème, pourquoi est-ce que je remonte encore. Et en général, effectivement, t'as pas toujours besoin de poser 5 fois la question pourquoi. Mais plus tu vas en poser, plus tu vas creuser sur l'origine du problème, et plus tu vas te rendre compte de ce qui est capital à résoudre pour ton client, et qu'en fait, tu
vas résoudre la cause et tu vas pas plutôt résoudre des conséquences. Et si tu mets des rustines sur les conséquences, tu n'auras pas corrigé ta cause au départ et ça va entraîner d'autres problèmes et ton client sera toujours pas satisfait. Donc oui, ça c'est clé, en capacité de comprendre ça, mais après le volume de remontée, c'est pas le seul critère. Nous on est en B2B, donc je vais pas te mentir, la taille du client ou en tout cas son revenu récurrent mensuel, c'est aussi un critère de priorisation et que si tu as 10 retours d'un client à 500 euros par mois enfin plutôt 10 retours de 10 clients à 500 euros par mois ou 10 retours de 10 clients à 20 000 euros par mois, tu vas plutôt t'orienter vers les retours des clients qui payent plus cher. Ça peut paraître un peu cynique, mais bon, c'est aussi une forme de priorisation. Et puis, parfois, il y a des choses qui ont l'air contre-intuitives quand on travaille dessus, quand on les annonce, quand on les sort. Pour l'interne, souvent, qui se dit mais je ne comprends pas, j'arrête pas de leur faire des retours, j'ai envie de mon bouton bleu, je suis sûr que c'est hyper important, j'ai des clients qui apprécient mon bouton bleu. Et en fait, toi, tu n'as pas du tout touché au bouton et tu as fait complètement autre chose. Parfois, ça c'est plus difficile à faire comprendre, mais c'est parce que c'est un coût en plusieurs bandes. Et qu'en fait, toi, tu connais la vision de produit qui est un peu plus long terme et tu sais que tu as besoin de faire cette brique-là parce qu'elle va te permettre de faire la brique suivante, qui fait qu'en fait, tu n'auras plus jamais besoin de bouton et que tu auras fait un truc bien plus utile et bien plus révolutionnaire. Donc parfois, ouais, les choix, ils sont aussi sur la vision long terme et sur des paris aussi que tu peux prendre, tu vois. Ouais. Mais alors du coup, tu parlais de la puce à l'oreille. En fait, ce qui te met la puce à l'oreille, c'est le volume, c'est la récurrence, la redondance d'un besoin, d'une formulation. Et sachant que pour chacun, souvent, tu es amené à chercher le pourquoi du pourquoi. Comment tu fais concrètement pour consolider tous ces retours En plus, ils viennent de différentes sources. Ils sont pas toujours de la même façon, dans le même format. Ça peut être des captures d'écran, ça peut être des messages, des textos, des messengers. Est-ce que tu es outillé par rapport à ça ou non, c'est stocké dans ta tête et c'est toi qui fais la synthèse? Non, on est outillé par rapport à ça. Alors, très sincèrement, je ne cherche pas à comprendre pourquoi sur 100% des feedbacks qu'on fait. Quand on me dit, je sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête. Ok. Bon, j'ai pas d'exemple là, mais parfois en fait, je reçois un feedback. Je sais que quoi qu'il arrive, par rapport au dispo de mon équipe, moi, de toute façon, je vais pas pouvoir travailler sur ce sujet maintenant. Je vais pas le creuser tout de suite. Ok. Néanmoins, effectivement, alors c'est assez récent ce que je suis en train de tenir là chez nous, mais tout est historisé en termes de feedback quand même chez nous maintenant. On a un outil assez cool qui s'appelle Product Board. Et en fait, c'est un produit en fait, qui permet de faire plusieurs choses. D'abord, il centralise ta recherche en tant que product manager. Donc, tu peux créer des notes sur les data que tu collectes à droite à gauche, sur des embrayons de spec que tu peux faire, sur des wireframes, enfin tu peux tout centraliser. Et aussi, dans cette même partie recherche, en fait, tu peux configurer une adresse mail pour que tous les emails tombent dans cette boîte de recherche. Et du coup, nous, on a diffusé en interne une adresse mail où les gens peuvent nous envoyer leur retour en interne. Hein. C'est pas une adresse qu'on communique toujours aux clients, mais c'est surtout utilisé en interne. Et dès qu'un commercial ou qu'un chargé de compte nous dit moi, voilà, j'étais chez tel client, il m'a fait telle objection sur le produit, je voulais vous faire ce retour, ça arrive dans l'outil. Okay. Donc ça fait que tu as déjà une inbox, tu as tout ton travail de recherche, enfin si tu veux, moi en tout cas je travaille comme ça. Et puis aussi tous tes feedbacks en fait, qui sont faits sur le marché. Et après, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux surligner des passages, des notes ou des feedbacks qui te sont faits et transformer ce que tu as surligné en feature. Donc tu surlignes, tu dis ça c'est telle feature, tu lui donnes un niveau d'importance. Ça, on le dit régulièrement, ou ça c'est critique, parce que là ça l'empêche de faire ça. Et donc là, c'est devenu une feature, mais elle n'est pas roadmapée encore, ta feature, elle est juste listée. Okay. L'avantage, c'est que du coup, c'est dans un coin, et progressivement, tu vas aller associer tous les feedbacks que tu as à cette même feature. Et le jour où tu listes tes features, et tu dis ah tiens, celle-ci, j'ai eu beaucoup de feedback. Qu'est-ce que c'était déjà? Ok. Tiens, ils ont été faits par des personnes importantes. Ok, donc maintenant, je vais commencer à travailler sur
le contenu un peu de cette feature. Là, tu peux aller creuser un peu plus sur le pourquoi et tout. Et tu te dis, bon, bah ok, je comprends bien le problème, c'est effectivement la bonne solution à ce problème. En plus, ça m'est demandé par beaucoup de gens ou par des clients importants. Tous les clients sont importants, mais les clients qui payent beaucoup. Ok, donc maintenant, je vais la roadmapper. Et donc, dans le même outil, tu te dis, bah ça sortira dans 2 mois, ça sortira Q1, Q2, Q3, etc. Et donc, tu as une vue roadmap, vraiment une timeline, qui est générée automatiquement à partir de tous ces placements dans le temps que tu fais feature par feature. Et cette roadmap, cette vue roadmap, tu peux la partager en interne sans que les gens accèdent à tout le reste de l'outil. Donc, juste partager ça. Donc, c'est un outil qui est cool, qu'on utilise depuis quelques mois chez iAdvice, qui permet de tout centraliser, de tout transformer en feature. Certaines ne seront jamais réalisées, mais elles sont là, on ne sait jamais. Et puis de roadmapper et du coup de partager cette roadmap. Très bien. Ok. Et du coup, c'est un outil qu'on utilise d'abord pour nous. Ouais. C'est notre vrai outil de travail au quotidien. Avant de... En fait, on n'a pas choisi cet outil pour pouvoir roadmapper, parce qu'on faisait déjà des roadmaps ailleurs avant, comme tu peux l'imaginer, mais qui n'étaient pas faciles à partager. Donc là, on s'est juste dit, ah cool, ça va nous permettre en fait de faciliter nos roadmaps, et en plus, on peut le partager. Ok. Et du coup, j'en ai entendu parler par quelqu'un qui fait du hardware dans le domaine de l'économie d'énergie, etc. Et eux, ils utilisent aussi dans l'outil la notion d'epic. Tu sais, il y a epic, feature, user story. Est-ce que vous allez dans ce niveau hiérarchique, détaillé, ou simplement vous vous arrêtez à la notion de feature? Ils font ça dans le product board. Ouais. En fait, nous, on a des produits, d'abord. Oui. Après, on a des... parce que, en gros, c'est séparé un peu... une vésicule, quoi, mais voilà. Après, au sein de ça, tu as... comment ils appellent ça déjà des composants ou... D'accord, ok. Moi, je vais aller voir en même temps. Je ne vais pas te dire de bêtises. Il n'est jamais bien voir, ce anglais-là. Alors après, il y a Product Board, mais il y a d'autres outils, tu sais, qui permettent un petit peu de préparer des roadmaps ou de spécifier des choses ou de préparer des tickets, etc. Nous, en parallèle de ça, on utilise aussi beaucoup Jira et Confluence, qui est classique, tu vois. Mais c'est dans un second temps. Okay. Nos roadmaps, elles ne sont pas construites dans Jira ou dans Confluence, mais c'est vraiment... Nos specs, elles sont beaucoup écrites dans Confluence. Ouais. Le gros avantage, c'est que du coup, spec et user story, pour moi, on fait ça dans le même bloc en tout cas. Et l'avantage, c'est que tu peux très vite transformer tes user stories en tickets après pour les développeurs. Ok. Et du coup, toi, dans ton métier, tu vas jusqu'à la rédaction des tests BDD ou non, tu t'arrêtes à spécifier le texte d'une feature tu vois, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un petit peu une notion de l'amplitude ou du détail que vous prenez chez iAdvice ou pas sur plusieurs niveaux, Epic Feature User Story, ou non, on fait des choses assez réduites, assez simples, et du coup, ça permet d'aller plus vite ou pas. C'est assez détaillé. On est bien sur produit, Epic Feature User Story. D'accord. Tout ça. Ouais, c'est ça. Je suis revenu sur Product Board. Ta feature, composant, produit. Et donc, nous, on a bien ces trucs-là. Et puis après, dans Jira, plutôt, effectivement, les épiques, qui sont, chez nous en tout cas, plutôt les épiques techniques, entre guillemets, c'est plutôt un bloc technique à réaliser plus qu'une fonctionnalité. Tu peux avoir plusieurs épiques par fonctionnalité chez nous. Puis après, plusieurs tickets à l'intérieur des épiques. Okay. Et en tant que product manager, où est-ce que je vais je vais assez loin. C'est-à-dire que j'écris les specs avec éventuellement les datas qui expliquent pourquoi c'est important de faire ce projet-là. Dans ces specs, il y a toutes les user stories. Donc toutes. C'est que le product manager qui les écrit. Et après, sur les tickets, il n'est pas rare qu'on écrive les acceptance tests. Parce que on sait ce que ça doit réaliser, quoi. On va bientôt démarrer quelque chose que je connais pas encore hyper bien à moi à titre personnel, mais c'est vraiment les tests fonctionnels. Voilà. Et vraiment pour pouvoir les automatiser. En fait, ces tests-là, à chaque fois qu'on
sort quelque chose. Donc ça, au moment où on enregistre cette interview, c'est pas quelque chose qu'on fait encore beaucoup. Donc, enfin, en tant que product manager, c'est plutôt les développeurs qui faisaient jusqu'ici, mais c'est vrai que ça a plutôt du sens qu'on s'en occupe aussi parce que là, on sait précisément qu'est-ce qu'on attend. Du coup, on est placé pour faire cette liste-là aussi. Ok, donc là aujourd'hui tu fais un peu le pont entre ces deux outils, qui est très vision, roadmap, entreprise fonctionnelle, et tout ce qui est plus côté des devs avec Jira et Confluence. Et en fait, le problème, je vais te dire, parce qu'on est entre nous, c'est que Jira et Confluence sont encore trop product manager, je trouve. D'accord. Parce que, en fait, les développeurs au quotidien, ils ne sont pas dans Jira, ils sont dans GitHub. Voilà. Et c'est là qu'ils codent sur leur ordi, mais après, une grosse partie de leur boulot, c'est dans GitHub. Derrière tout ça, donc on est en train de se demander comment est-ce qu'on peut se rapprocher encore d'eux, pour faciliter la communication, pas perdre de temps, parce que vraiment ils vont dans Jira pour mettre à jour leur ticket, et ils le font une fois par semaine parce qu'ils vont faire leur partie et après, mais en fait, ouais, du coup, il peut se créer des décalages et du coup, en fait, on utilise encore Jira parce qu'on fait encore nos specs en Confluence. ouais. Ouais. Donc écoute, si tu as des suggestions. Moi, j'ai entendu pas mal de personnes parler de Waffle.io qui permet un petit peu de gérer des choses, mais qui est un petit peu le pont entre Trello et GitHub. Alors, ça prend la logique de Trello et puis ça permet de gérer un petit peu son repo GitHub. C'est pas inintéressant. GitHub, ils le font directement, ça, avec le système diffuse et tout. Là, tu as une vue où tu peux glisser tes diffuses, tout ça. Donc, Exactement. Après, donc, ça dépend aussi de la taille de l'équipe, de la taille du projet, de la durée des livraisons, des sprints. Donc ça dépend. En fait, mais ce qui manque à GitHub, c'est le passage de la partie wiki ou de la partie diffuse en PR ou tu vois, voilà, je sais pas. Mais en gros, comment est-ce que nous on pourrait écrire nos specs directement là-dedans et qu'après ça soit repris par un développeur immédiatement sans changer d'outil. Je pense que c'est le truc auquel tu vas passer bientôt, la rédaction directement en test fonctionnel en BDD ou des choses comme ça, où là du coup ça a vraiment du sens aussi, du coup ça s'intègre parfaitement. Ouais, mais tu vois, c'est dans le graphique et puis autour d'une spec, tu as besoin d'ajouter du contexte aussi, parfois pas juste des tests. Des images, un jeu de données. Des graphiques qui expliquent que ça, il y a tel truc qui chute. Donc, c'est parce que c'est aussi ta Bible, entre guillemets. Moi, je reviens dans des specs qui ont été faits parfois il y a 2 ans, 3 ans, avant que j'arrive. Pourquoi est-ce que la personne a fait ça, ces choix-là? Ok, le contexte c'était ça, si je prends le choix, c'est logique. Ça a évolué, il faut le reprendre et tout. Donc, tu as besoin d'avoir autre chose que du purement fonctionnel, en fait, aussi, dans ce genre de document, quoi, je pense. Donc il y a encore de la place pour un outil à créer pour les métiers du produit. Je pense que c'est de le faire, tu vois. Ouais. En fait, en tout cas, ils sont bien placés pour le faire. Ouais, ils sont bien placés pour le faire, ouais, je trouve. Ouais. Mais ça voudrait dire que leur positionnement est assez particulier. Ils disent que tout le monde est un développeur. Moi, je suis pas développeur. Mais j'ai envie de travailler avec les développeurs, tu vois. Donc, permettez-moi d'utiliser leur outil. Bon, c'est super. Du coup, si tu devais conseiller quelqu'un qui débarque dans la vie professionnelle, on va dire, ou qui commence ses études, quel parcours tu conseillerais, quel cursus? Est-ce qu'il y en a un type à conseiller? Est-ce que ça dépend de chacun? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de commencer? Je sais pas, je réfléchis, mais mes camarades product managers chez Advise et moi, on a tous des parcours un peu différents. Du coup, on met une teinte un peu différente dans notre métier au quotidien, tu vois. Et on a des gens qui sont passés côté des développeurs avant. On a des gens qui étaient en agence, plutôt voilà, sur la partie gestion de projet, mais avec un axe un peu commercial aussi. Tu vois, moi j'avais monté une boîte avant. Enfin voilà, on a des profils assez différents. Et à la fois junior ou pas, on a tout. En termes de
cursus, quand même, je pense qu'il y a, t'en as 3, mais je vais enfoncer des portes ouvertes, mais globalement, tu as une école d'informatique parce que ça te donne des billes techniques qui sont utiles, mais il ne faut pas être allergique au code, il ne faut pas être allergique à la tech. Mais ça te permet d'être capable de gérer les projets après informatique. C'est pas mal. École de communication ou de marketing, école plutôt de communication ou de commerce, c'est ça que je voulais dire, parce que ça va te donner la capacité de gérer les projets, d'être en capacité de communiquer. Tu vois, je parlais tout à l'heure de faire la synthèse un peu avec tout le monde et donc de réunir tout le monde, de comprendre les tenants, les aboutissants. Ces écoles-là, ça peut être pas mal pour faire ça. Et puis pourquoi pas en 3e cursus, école plutôt de design, ce genre de choses, parce que là, tu as des spécialités souvent autour du produit. Alors, la voie classique derrière ça, c'est de devenir designer d'interface ou tout ça, mais en fait, c'est aussi des gens qui ont l'utilisateur vraiment au cœur de leurs préoccupations. Et alors, je vais être dans le cliché là, mais souvent, c'est des gens qui sont très créatifs et tout, donc passer du temps à écrire des user stories, des acceptance tests, c'est pas forcément fait pour eux, mais si c'est un axe du métier qui est, s'ils aiment bien écrire, si ça ne les dérange pas, ils peuvent avoir un profil intéressant. Donc ça peut être trois chemins pour arriver au métier de product manager. Et puis après, comment est-ce qu'on s'y prépare? Je pense qu'il faut s'y préparer un peu en autodidacte de son côté, c'est-à-dire pas hésiter à mener des projets. C'est hyper facile. Quand tu as un ordinateur portable et du Wi-Fi, tu lances un projet, quoi. Tu testes des outils de gestion de projet, tu te donnes un objectif à atteindre, tu as les différents paliers pour atteindre l'objectif, et puis tu vois si ça marche pas, qu'est-ce que tu apprends. Faire ses propres produits, entre guillemets. Comment? Faire ses propres produits, en fait. Ouais, mais un produit, ça peut être, parce que souvent, ce que je peux comprendre, il y a la barrière de ouais, mais je sais pas coder, qu'est-ce que je vais faire? Lance une newsletter. C'est un produit, une newsletter, ça ne demande pas de compétences techniques, et pourtant tu vas passer par les mêmes phases qu'un projet classique. C'est ok, est-ce qu'il y a un problème, des gens qui ont besoin d'un contenu sur un truc? Oui, non, lesquels? Comment je trouve la bonne façon d'aller sourcer le contenu et de le redistribuer? Bon, ok, là tu as trouvé une solution. Comment tu construis ta base de users après? Donc tu as aussi des mécaniques un peu de commerce, tu vois, qui sont pour moi liées au product manager. Et puis après, tu as un suivi dans la durée des résultats. Est-ce que les gens se désabonnent ou pas? À quel moment? Pourquoi? Tu fais des tests. Donc une newsletter, ça paraît basique. Tu as plein d'outils gratuits pour le faire. C'est très facile à mettre en place. Et ça peut être un bon projet. Ce que tu es en train de faire là, avec ces interviews, ça ne demande pas de compétences techniques. Alors, tu as fait un petit site web autour et tout, mais globalement, ça pourrait aussi bien marcher avec, sur un blog, ou même ça pourrait très bien marcher dans une newsletter. Et ça, en termes de compétences techniques, il faut savoir enregistrer une vidéo. Donc je pense que beaucoup de gens savent le faire sans vouloir dénigrer ce que tu es en train de faire du tout. Il faut réussir à poser les questions comme tu le fais. Tu vois. Quoi que ça arrive d'avoir des problèmes. Non, mais c'est pour dire que un produit, c'est pas forcément une appli, c'est pas forcément un site web, c'est un truc qui va répondre à un problème. Et ça, on est tous capables dans notre quotidien, il y a tous un truc qui nous va pas et qu'on peut essayer de résoudre, même dans son quartier, dans sa famille, je sais pas, et tu testes dans son école. Tu vois, moi, je me souviens, par exemple, quand je suis arrivé en première année d'école informatique, c'était à l'époque où Twitter faisait encore de l'envoi de SMS. Alors, il y a longtemps, tu vois. Et en fait, il y avait un truc qui était un peu chiant, c'est que parfois, il y avait un prof qui n'était pas là, ou, tu vois. Et en fait, on n'était pas tenu au courant, ou alors, par email, les gens n'avaient pas encore des smartphones tout dans la poche, et du coup, ils n'avaient pas tous leur email. En fait, j'avais détourné le système d'envoi des SMS de Twitter pour faire des listes par classe. Et du coup, l'administration de l'école avait un petit formulaire à remplir, boum, ça envoyait un SMS à la classe en question, tu vois. Et c'était pas très compliqué à faire. Là, il y avait un petit peu de technique, mais c'était surtout, globalement, tout était dispo sur Internet pour le faire. Et c'est juste ça répondre à un problème. Et je suis sûr qu'on a tous des problèmes comme ça au quotidien, auxquels on peut répondre via un groupe Facebook. Les groupes Facebook, c'est génial pour ça. Pour expérimenter une idée, un groupe Facebook, c'est juste parfait. Donc voilà, je pense que c'est la bonne école de tester par soi-même.
Très bien. Et du coup, une fois qu'on devient product manager, qu'est-ce qu'on peut espérer devenir ensuite? Il y a tout, c'est la situation rêvée déjà. Non, en fait, il y a ce que je vois de ma fenêtre, c'est deux évolutions possibles. Tu as une évolution hiérarchique. C'est-à-dire que tu fais tellement bien ton boulot de product manager que la boîte surperforme, donc vous êtes de plus en plus nombreux, donc tu dois réorganiser ton équipe, et là il y a besoin d'avoir un lead, un manager ou un truc comme ça, donc ça peut être une évolution intéressante, si le côté un peu humain, gestion, t'intéresse. Puis sinon tu peux partir sur des métiers qui sont un peu... on disait tout à l'heure que le product manager, c'est déjà un métier qui fait le lien entre d'autres fonctions dans la boîte, mais tu as aussi des métiers dont le produit est une composante qui gère d'autres aspects. Je pense par exemple à un métier que tu trouves dans des boîtes comme Facebook ou Dailymotion, qui chez Facebook s'appelle les Product Marketing Managers. Chez Facebook, chez Dailymotion, je crois que ça s'appelle les Business Owners. Et en gros, c'est des gens qui ont la main dans la roadmap, qui travaillent avec le Product Manager sur la définition de la roadmap, et donc ils ont une bonne compréhension des problèmes des clients et des solutions à apporter, mais dont la partie opérationnelle ne va pas être la rédaction des specs, des user stories, etc. Ils vont plutôt après bosser sur l'adoption du produit en fait, sur le marché. Donc c'est en lien avec les commerciaux, tu vois. Donc c'est un job qui est quasiment à 50% les mains dans le produit et les mains dans un autre métier, le commerce, là, par exemple, ou le partnership. Voilà. Donc c'est des métiers intéressants aussi pour les gens qui aiment le produit. Ça peut être des évolutions intéressantes dans leur carrière. Okay. Dans les deux cas, product manager et marketing product manager, du coup, c'est quand même des métiers où on a besoin d'avoir de bonnes compétences et une certaine passion pour les stats, l'analytics, les chiffres en général. Toi, ça représente une grosse partie de ton temps ou pas autant que tu aimerais? En fait, ça dépend des périodes. Moi, je vais passer du temps dans les datas en amont et en aval du projet, mais pas dans le cœur du projet. D'accord. Je vais passer du temps dans la data pour comprendre le problème. C'est une des façons de comprendre le problème, l'analyse du comportement de tes utilisateurs ou du trafic de ton site. Et puis, une fois que le projet est lancé, tu définis un peu les success metrics au démarrage et tu vas regarder comment elles se portent. Donc ouais, on y passe du temps, et je sais que c'est quelque chose qu'on essaie de vérifier aussi en entretien d'embauche, si la personne n'est pas allergique à Excel, si elle n'est pas allergique à Mixpanel, et encore mieux si elle connaît ces produits-là, c'est génial. Et c'est aussi parce que c'est lié à la culture d'IoDrive, qui est une boîte qui est vraiment tournée vers la data et vers la perf, donc c'est culturel en fait. Okay. Mais ouais, on y passe un peu de temps. Et tu vois, en disant ça, je me dis que chez nous, par exemple, on a assez peu de profils chez les product managers, de gens très très UX qui fonctionneraient en focus group ou tu vois, ce genre de choses. D'accord. Pas quelque chose qu'on est très habitué à faire. Ça nous arrive d'en faire, mais c'est assez rare. Et du coup, si on a deux personnes en entretien, les deux peuvent être très très compétentes, et quelqu'un qui a un profil plus data, qui est habitué à mettre son nez dans un panel par exemple, ou autre, va mieux coller avec le métier chez nous que quelqu'un qui est habitué à faire des focus group, de la co-construction, UX, tout ça, quoi. Ok. Du coup, comment tu penses que ce métier ou ces métiers, les métiers autour du produit vont évoluer dans le temps? Est-ce que ça va continuer à se professionnaliser comme tu disais au début? Ou non, ça va encore se spécialiser, se splitter encore plus et ça va pas forcément rester ce métier qui relie les autres? Déjà, il n'y en a pas partout des product managers. C'est-à-dire que tu n'en trouves pas dans toutes les boîtes. J'ai eu du mal à en trouver. Ouais, t'as du mal à trouver des jobs, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai eu du mal à trouver des gens qui étaient motivés pour faire ces vidéos, mais aussi parce que en France, il n'y en a pas, je dirais, plus de 200, 300, quoi. Oui. On est rare encore, alors. Bah ouais, mais en même temps, il y en a aussi qui font ce job-là et qui portent pas ce nom-là et qui ne savent pas qu'ils font ce job-là. Aussi.
tu vois, si tu prends un chef de projet dans une SS2I, il y a quand même vachement dans son métier qui ressemble à ce que va faire un product owner ou un product manager. Il t'aura peut-être moins la partie évangélisation commerciale et tout, mais pas que, parfois, sur certains projets, tu as une relation avec le client qui est assez forte aussi. Donc, et pourtant, ces gens-là, ils se définiront jamais comme un product manager. Il y a des vraies différences, mais tu as des vrais points communs aussi. Donc je pense que ouais, une des premières évolutions, c'est que au fur et à mesure aussi que notre secteur d'activité, parce que c'est très lié quand même au web et au web tech, on va dire, au fur et à mesure que notre secteur d'activité il se structure, parce que malgré tout, c'est des boîtes qui sont jeunes, c'est une industrie même qui est jeune, donc au fur et à mesure que ça structure, ces postes-là, ils vont devenir de plus en plus indispensables. Et quand tu regardes toutes les startups en France qui sont plus de 100 personnes, ils ont tous des product managers. Je suis sûr que les 200-300 dont tu me parles, ils sont tous dans ces boîtes-là. C'est plutôt des grosses tailles, ouais. Comment ? C'est plutôt des boîtes de grande taille, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais c'est logique parce que c'est justement au moment où on se dit on ne peut plus faire ça de façon amateur. On a besoin de professionnaliser le truc parce que le produit, c'est le cœur de ce qu'on vend. Si le produit ne répond pas aux besoins du marché, on ne pourra plus le vendre. Okay. C'est genre, j'espère ne pas être trop présomptueux en disant ça, mais je crois sincèrement que c'est un métier hyper important, comme il y en a plein d'autres dans une boîte, mais tu ne peux pas faire l'impasse sur ce truc-là, c'est impossible. Okay. Et en tout cas, au départ, tu peux, parce qu'au départ d'une boîte, tout le monde fait tout. Et au fur et à mesure, tu as besoin que les gens ils se concentrent sur leur cœur de métier, parce que c'est là qu'ils sont bons, et autant qu'ils consacrent leur temps sur leur domaine d'expertise, et donc, recrutons un expert du produit, qui aura du temps pour se concentrer là-dessus. Donc ouais, pour moi, la première évolution, c'est ça, c'est que ça va se démocratiser et que aujourd'hui, tout le monde, tu dis à ta grand-mère, j'exagère un peu, mais quand même, presque, tu dis à ta grand-mère, je suis designer, ok, tu fais des dessins, mais je sais pas ce que c'est, quoi, tu vois. Tu dis, je suis développeur, bon, c'est assez obscur, mais concrètement, c'est que c'est les gens qui construisent des logiciels et on sait que le logiciel c'est important. Tu vois, tu dis, je suis product manager, c'est tout chaud, tu vois. Mais je pense que du coup, on va sortir de ça progressivement. Alors, je sais pas si. On va sortir du placard, tu penses ? C'est le métier de product manager, mais quand je lui dis que je suis un chef de projet et tout ça, c'est plus parlant, quoi, déjà, je pense. Mais donc, on va arriver vers une démocratisation et ça sera un métier normal comme un designer, comme un développeur. Un métier normal, un métier que les gens connaissent. Reconnu. Voilà, reconnu, merci. Ça va être la première évolution. Après, sur la spécialisation du métier, écoute, je sais pas, peut-être. Néanmoins, je pense qu'une part du métier, c'est quand même cette capacité de réunir des gens qui ont du mal à se réunir au départ. Donc, si tu te spécialises sur un truc, il va falloir, enfin, je dis n'importe quoi, imagine qu'on découpe mon métier de product manager en 4 demain, par spécialisation. Je suis sûr qu'assez vite, on aura besoin d'une 5e personne pour réunir les 4, tu vois. Oui. Et du coup, je le vois, vu la quantité d'infos qu'on centralise, qu'on restitue d'une façon ou d'une autre, si demain elle est décentralisée entre plusieurs personnes, il va falloir quelqu'un pour la recentraliser. Ok, bon. C'est ma vision, c'est très personnel. Donc l'avenir est radieux. Écoute, ouais, je pense que tant que le secteur se portera bien et qu'on aura besoin de gens pour bosser sur des produits, bon, on a de quoi venir. Faire du produit, ça sera important. Okay. Mais regarde dans LinkedIn, product manager ou chef de produit, il y a plein de gens qui ne bossent pas du tout dans la tech, qui sont responsables d'un produit. Donc c'est pas lié qu'à notre métier. À un moment donné, quand tu as besoin d'experts sur le produit qui connaissent bien la façon dont il est fabriqué, la façon dont on va aller le vendre, et pourquoi est-ce qu'on l'a fabriqué, donc le marché autour, on aura besoin de product manager et il y en aura besoin de plus. D'accord. Au niveau des conseils, des ressources à donner, moi j'ai vu quelques articles intéressants sur Medium, je pense que je les mettrai sur le site. Il y a des discussions qui sont intéressantes sur Quora, t'en faisais mention au début. Est-ce que tu as d'autres sources intéressantes à conseiller aux gens qui regardent la vidéo ? Je t'entends regarder parce que j'ai quelques bouquins derrière moi, mais c'est pas ceux liés au product management.
Et ouais, alors effectivement, Medium et Quora, c'est des belles sources. Il y a une newsletter dont j'oublie tout le temps le nom, et donc je vais retourner la chercher. Et qui est bien foutu, je crois que c'est une newsletter hebdomadaire, donc ça doit s'appeler Weekly Product quelque chose, tu vois, les mecs sont pragmatiques, quoi. Et ça, c'est pas mal parce que en fait, ça te fait une review de voilà, Weekly Product Leads. D'accord. En fait, c'est une review hebdomadaire d'articles intéressants sur le métier. Et puis, tu as aussi, alors ça peut paraître anecdotique, mais tu as des offres d'emploi. Mais si tu ne cherches pas un job, je trouve ça intéressant de voir comment, qu'est-ce que les autres boîtes recherchent comme technique, est-ce qu'ils parlent d'outils qu'il faut maîtriser ou pas, et donc ça peut donner des pistes. Et puis aussi en termes de compétences, qu'est-ce qu'on demande ailleurs ou pas, tu vois, donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est une newsletter web qui est hebdomadaire, Wiki Product Lead, et tu as quelques ressources, je sais pas, une grosse semaine, tu as 10 liens à aller lire, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ok. Puis, j'ai une mémoire affreuse ce soir, donc je vais aller regarder Amazon en même temps. Il y a un bouquin que j'avais vraiment bien aimé, et quand je vais te donner le nom, tu vas me dire, mais oui, bien sûr, c'est un grand classique. Sur le product management et les produits, comment construire des produits que tes utilisateurs aiment. Je le cherche en même temps, hein, je suis désolé. D'accord. Du coup, tu veux que je meuble pendant ce temps-là, c'est ça? Écoute, ça se connaît, c'est un bouquin qui a une couverture jaune. Ouais. Donc ça ne parle pas. Là, comme ça. Qui était, je crois, préfacé ou écrit avec le gars qui a fondé Product Hunt. Ok, Ryan Hoover. Comment? Ryan Hoover, c'est ça? Lui, il l'a coécrit ou préfacé, je ne sais plus. Ok. C'est... Bon, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous trouvez un bouquin dont la couverture est jaune et qui a été préfacé ou coécrit avec Ryan Hoover, merci de nous en faire part pour qu'on le mette en lien dans cette vidéo. On va le trouver, c'est une mission pour les lecteurs et l'audience de Product People. Je vais voir mes commandes d'Amazon. Donc, si je remonte mes commandes Amazon, je vais le trouver. Mais je l'ai acheté il y a 2 ans, je pense. C'est un bouquin qui a 2 ans. Tu as dû faire quelques commandes depuis. Attends. Ah bah écoute, l'appli mobile ne permet pas de remonter aussi loin. Bon, vraiment, on est sur ce. Il y a besoin de contacter le product manager d'Amazon, je pense. Alors, j'ai essayé de le contacter moi. Bon, on va voir. On va voir, mais c'est pas gagné hein, quand même. Et puis, il n'est pas francophone, donc bon. Simon, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi, je suis désolé, je n'arrive pas à le retrouver. Mais, on va le retrouver, ne t'inquiète pas. On le mettra en commentaire de la vidéo. On va s'en occuper, j'ai missionné l'audience de productpeople.io de le faire. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis ton témoignage sur le métier. Je n'annonce pas encore le prochain Product People après toi parce que je n'en ai aucune idée. Tu es le premier, tu es le pilote. J'ai déjà une bonne quarantaine de personnes qui sont intéressées par le projet, donc ça je suis vraiment content. J'espère que cette première vidéo va les motiver pour en faire une eux aussi. Venez, c'est hyper sympa. Ouais. Merci, c'est vrai, moi j'ai passé un bon moment. Et puis surtout, du coup, c'est un petit message aux 8-9 qui me manquent pour clôturer les 50. Et voilà. Donc merci encore une fois Simon pour ton temps. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci. À la prochaine.